Alors, je vais partager mon écran. Hop. OK. Donc là, vous devriez voir le site web de mon portfolio. Je vais juste mettre Oui, ça ici. Puis d'abord, pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours très chouette et l'esprit de communauté, comme tu le disais, Christophe, est super important. Et je tiens à souligner le travail des gens comme toi qui ont permis beaucoup la démocratisation de Détroit finalement. Et moi, je fais partie des gens qui ont utilisé énormément d'exemples pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça faisait. Parce que je suis journaliste, je ne suis pas développeur. Et j'ai commencé à utiliser Détroit en 2015, quand j'ai vraiment basculer de journaliste télé-radio à journaliste de données, un journaliste avec une approche quantitative. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à utiliser Détroit. Je vais vous présenter plusieurs projets par rapport au crédit qu'on doit apporter à ces projets-là, il y a aussi beaucoup de travail des deux designers avec qui je travaille à Radio-Canada, Santiago Salcido et Francis Lamontagne. Donc, tout ce que je vais vous montrer, c'est aussi leur travail et c'est important de le souligner. Alors, moi, quand j'ai commencé à utiliser Détroit, mon intérêt à moi comme journaliste, c'était de raconter ce que j'avais trouvé. Les journalistes, on se pose des questions, on cherche les réponses, on décortique tout ça, on analyse tout ça, puis ensuite, ce qu'on a compris de la situation, on essaye de le vulgariser, de le communiquer aux gens de la façon la plus claire possible. Et moi, je vais vous montrer la fonction qui m'intéressait le plus dans Détroit, c'était Détroit Transition. Je trouvais ça extraordinaire comme journaliste de pouvoir montrer quelque chose, puis tout d'un coup de pouvoir faire une transition super fluide, super belle vers autre chose. Et ça me permettait d'expliquer des choses compliquées en petits morceaux pour que ce soit plus simple pour les lecteurs. Je vais vous montrer un des premiers projets que j'ai publié à Radio-Canada. C'était sur les finances des universités québécoises. J'avais obtenu une base de données exclusive avec tous les postes budgétaires des 20 dernières années pour les universités du Québec. Et dans la visualisation, au fur et à mesure qu'on défile, on est capable de voir une petite illustration où chaque carré représente 15 $. Ça, c'est la facture étudiante en 1997 ajustée à l'inflation. Puis ensuite, je pouvais montrer, en 2016, voici à quoi ça ressemblait. Puis, avec des animations, je pouvais faire ressortir, voici ce que les étudiants payaient en plus. Mais je pouvais aussi prendre ces petits carrés et les animer ensuite pour dire, hey, voici à quoi servait cet argent. Puis aller encore plus dans le détail au fur et à mesure pour expliquer quelque chose qui, au final, est compliqué, mais que je pouvais vraiment décortiquer étape par étape pour le faire comprendre aux gens. Et évidemment, comme c'est une visualisation sur le web, tout ça peut être responsive, peut s'adapter à l'écran. Et un gros travail qu'on fait aussi, c'est de transformer tout ça dans des formats qui fonctionnent super bien sur mobile. Et toutes nos visualisations dans mon équipe sont aussi adaptées au mobile. Donc, ce n'est pas pour rien que les barres et les petits carrés ont été utilisés dans un format vertical. C'était aussi parce que ça rentre super bien sur un écran étroit et haut et on peut expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc moi, Détroit Transition, c'était vraiment une des principales raisons en fait pourquoi j'utilisais Détroit. Et c'est probablement terrible à entendre pour les gens qui sont des experts en Détroit parce que Détroit fait plein d'autres choses. Mais moi, pour raconter mes histoires, c'était ça que je trouvais absolument extraordinaire. Et évidemment, il y a plein d'autres choses que Détroit fait qui sont formidables. Et en fait, en étudiant et en utilisant de plus en plus la librairie, ça a aussi beaucoup amélioré juste mon code JavaScript parce que je ne suis pas un développeur. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, puis il y a certaines philosophies qui est utilisée dans le code Détroit, c'est beaucoup de choses que je réutilise jusqu'à aujourd'hui. Et toujours par rapport à ces animations-là, un autre exemple, ici, c'était une petite analyse des élections, des résultats électoraux de 2018. Pourquoi la CAQ a gagné. Encore une fois, j'étais capable de représenter 100 points pour 1% des électeurs, puis de découper tout ça en fonction de pour qui ils ont voté, ou du moins pour quelles intentions de vote ils avaient. Et au final, d'expliquer quelque chose qui est beaucoup de chiffres, mais je n'ai pas besoin de montrer les chiffres. Je peux les représenter, je peux les visualiser. Et à chaque fois, ce que je vous demande de lire, c'est juste un petit bout de texte. Et étape par étape, vous allez comprendre quelque chose qui finalement était plutôt complexe. Il y a plusieurs autres exemples, celui-ci sur l'accumulation de neige au sol au Canada et l'impact avec le réchauffement climatique.
Ça, c'est du D3 avec des petites illustrations en plus et des petites animations de flocons de neige qui tombent. Et je vais vous montrer cet exemple parce que c'est aussi quelque chose qui est vraiment important dans ma réflexion. C'est oui, je veux utiliser des données, avoir une approche quantitative dans mon travail de journaliste, mais ensuite, comment je rends finalement ces données vivantes? Alors oui, il y a l'animation, mais il y a aussi tous les éléments finalement un peu de décor qui sont très importants pour rendre ces données vivantes, pour que les gens, quand ils regardent le projet, ils n'ont pas l'impression de lire une analyse quantitative. Mais c'est quand même ça finalement, au final. Évidemment, j'ai aussi publié des projets de cartographie. Ça, c'est le résultat des élections lors des dernières élections fédérales, avec toujours les animations, vous allez voir, pour expliquer les choses en détail. Donc, Détroit aussi est formidable pour la cartographie, évidemment. Puis je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a eu autant de cartes à un certain moment de données en journalisme de données, parce que Détroit était tellement bien faite comme librairie JavaScript pour faire des projets cartographiques, que ça rendait tout ça intéressant. Mais dans ma réflexion, après quelques années d'utilisation de D3, j'essayais de trouver d'autres manières d'explorer, de représenter des données. Et parce que mon mandat est aussi un mandat d'innovation à Radio-Canada, d'innovation journalistique pour les formats web, puis j'essayais de trouver, OK, comment je vais au-delà de ça? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et à un moment donné, et je l'ai retrouvé ce matin pour vous la montrer, à un moment donné, j'ai tapé Scatterplot D3 3D. Je me disais, peut-être que la 3D pourrait être quelque chose d'intéressant pour expliquer des données. Et ça a été republié, ça a été mis à jour, mais il y a 2 ou 3 ans, je pense, c'était déjà là. Et je suis tombé là-dessus, une visualisation que je trouvais extraordinaire. Évidemment, on ne comprend rien avec ça, mais là, tout d'un coup, j'avais les bases pour voir, hey, je peux utiliser D3, mais je peux aussi utiliser une autre librairie, 3GS, qui me permet de faire de la 3D dans le navigateur en utilisant un Canva et le WebGL. Et là, je me suis dit, waouh, le potentiel de la 3D pour faire des formats plus immersifs, plus illustrés, qui me permettraient d'expliquer des choses différemment et peut-être de manière très efficace pour accrocher les gens, les retenir et ajouter vraiment une dimension de récit dans mes visualisations de données. Et c'est ce que j'ai utilisé, 3GS, qui est cette petite librairie ici, qui est super bien faite. Vous avez plein d'exemples. Essentiellement, c'est un moteur 3D qui vous permet de créer des objets, des textures et ensuite de les animer dans votre navigateur à l'intérieur d'un élément Canva. Et tout ça, c'est juste du JavaScript. Bon, vous pouvez coder vos custom shaders aussi si vous voulez après. Et mon premier projet de 3D, je vais vous le montrer. J'ai décidé de prendre un des sujets les plus importants, mais aussi un des sujets les plus plates, le budget, le budget du Québec. Et là, je me suis dit, OK, je vais représenter le budget du Québec en bloc de Lego. Et je vais faire ça en 3 dimensions avec des animations. Donc ici, ce petit bloc de Lego représente 5 millions de dollars. À partir du moment où j'en ai un, ben là, je peux en créer plein pour vous montrer tout le budget du Québec, 121 milliards de dollars. Et je peux animer ensuite ces blocs de Lego et la caméra pour vous montrer certaines choses, comme par exemple les surplus budgétaires. Évidemment, avec la 3D, là, on brise plein de règles très importantes de la visualisation de données, notamment à cause de la perspective. Est-ce que vous êtes vraiment capable de voir que ça, c'est 2 milliards de données par rapport à ça? Pas vraiment. Donc là, il a fallu que j'adapte mes textes. Avant, j'évitais de mettre les chiffres. Maintenant, je les précise tout le temps. Et au fur et à mesure, je suis capable de vous décortiquer le budget du Québec dans un environnement qui ressemble finalement à un jeu avec des Lego et de rendre tout ça très simple pour vous le décortiquer étape par étape. Ce n'est pas de la grande analyse, mais c'est pas mal de travail de représentation pour réussir à produire cette expérience. Sur mobile, ça fonctionne avec des swipes. Vous swipez, puis la caméra bouge au fur et à mesure et les blocs de Lego s'ajustent. Ça, c'était mon premier test. Je ne vais pas tous vous les montrer, là, mais je vais vous en montrer quelques-uns. L'année dernière, en décembre, je voulais faire un projet un petit peu bilan sur la COVID-19 pour l'année 2020. Voici pourquoi Noël a été annulé. Je voulais voir à quoi ça ressemblerait un projet de cartographie, mais avec de la perspective.
Et là, ce que vous voyez, ce sont les régions sanitaires pour tout le Canada. Et les petits pics que vous voyez comme ça ici, ce sont le taux par 100 000 habitants du nombre de cas. Et au fur et à mesure qu'on avance, je suis capable de vous expliquer la situation pendant la première moitié de la pandémie. Puis ensuite, on peut passer à la deuxième moitié de la pandémie. Ça, c'était une exploration de cartographie en 3 dimensions. J'ai ajouté des ombres, j'ai ajouté des lumières, vous avez les annotations, vous avez une petite interaction avec le curseur. La position 2D du curseur est traduite dans cet univers 3D pour savoir sur quoi vous mettez votre curseur en ce moment, puis avoir un petit tour. Ça, c'était une autre exploration de, OK, est-ce que je peux faire de la visualisation de données, mais cette fois-ci dans un autre univers. Et il y a plein de fonctions de D3 là-dedans, les échelles, quand tu nous expliquais ça, Christophe, il y a plein de choses ici que j'ai repris de D3, puis même dans la philosophie de D3, d'avoir des listes d'objets avec des propriétés à l'intérieur. Je recrée tout ça dans mon code, moi, pour pouvoir gérer facilement ensuite ma visualisation de données. Puis petit à petit, je suis allé de plus en plus loin dans ce genre de représentation. Là, c'est la dernière qu'on a publiée il y a 2 semaines, si je me rappelle bien. Puis cette fois-ci, je voulais vraiment ajouter une dimension d'interaction. Donc ça, ce sont tous les vols qui atterrissent au Canada chaque semaine, en moyenne. Et je voulais vraiment ajouter une autre dimension. Donc, c'est une visualisation de données, bien sûr, mais c'est une visualisation de données interactive, avec de la perspective, avec des animations et avec un décor. Et en fait, pour le futur de D3, le futur de la visualisation de données, moi, c'est un petit peu ça que je vois, des visualisations de données qui vulgarisent des histoires, mais avec de plus en plus d'éléments de décor, de plus en plus illustratifs à certains égards. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On vit dans un univers en 3 dimensions avec des lois physiques. Il y a certains projets avec des visualisations de données où on pourrait imaginer que vous avez des données qui tombent sur une table, qui rebondissent. Il y a des lois physiques qu'on peut coder en JavaScript, et des librairies qui existent pour faire ça déjà. Toute la question du son aussi. On oublie souvent ça, on est souvent dans des univers en 2 dimensions sur nos écrans, mais on peut aussi ajouter du son à nos visualisations. Il y a tout un travail de data sonification qui se fait, qui est super intéressant et qu'on pourrait amener dans l'analyse et la visualisation de données pour le grand public. Et tout ça, le point de départ, c'était D3. Puis j'utilise encore plein de choses et je m'inspire beaucoup du code de D3. Et Observable, c'est une ressource extraordinaire pour les gens comme moi pour trouver des sources d'inspiration, identifier de bonnes pratiques, puis reproduire finalement ce que je vois.